Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce réupload de l'exode-call numéro 32 où il s'agit de résoudre l'exercice suivant. On a une fonction f qui va de R vers R, c'est infini, tel que pour tout x dans R, il existe un entier naturel n, tel que la dérivée énième de f calculée en x vaut 0, et il faut démontrer dans ce cas-là que f est polynomial. Alors cet exercice est une suite plus ou moins logique de l'exode-call numéro 31, où il s'agissait de démontrer le théorème de Baire. Et cet exercice, donc à la suite de la résolution du théorème de Baire, j'ai pu donner 2-3 choses complémentaires liées à ce théorème, et j'ai également parlé de cet exercice-là. Et donc l'exercice 32 avait pour but de vraiment établir une résolution de cet exercice, et donc voir en quoi l'utilisation du théorème de Baire intervient ici. Mais évidemment, cet exercice est loin d'être facile, il n'y a pas que juste le fait d'appliquer le théorème de Baire pour conclure, il va y avoir pas mal de subtilités qu'il va falloir traiter, et étonnamment, ces subtilités pourront se traiter à l'aide de notions de classe préparatoire, et pour ainsi dire de notions qu'on pourrait voir en première année de classe préparatoire, donc ça peut être assez surprenant de remarquer ça. Mais bon voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qu'il va falloir détailler autour de la résolution de cet exercice, et il y a des choses que j'ai pu laisser sous le tapis dans la vidéo originale, et je remercie le commentaire de Sylvain et les discussions qui s'en sont suivies derrière, puisque ça m'a permis de me rendre compte que oui, en effet, j'ai laissé peut-être un peu trop de choses sous le tapis, mais il y a également des choses sur lesquelles je n'étais pas précis, ou des choses que je n'ai pas osé développer davantage, et qui m'ont amené à dire des choses plus ou moins correctes, enfin en tout cas incorrectes. Bon, disons que l'ensemble de la résolution que j'avais proposée était bonne, mais il y a des points de rédaction, si je puis dire, des points où j'ai essayé d'expliquer ce qui se passait, mais cette explication était un peu bancale, parce qu'il manquait des choses à dire, et c'est pour ça que je vous propose ce réupload. Le but ici, c'est de refaire le tour de cette résolution en gagnant en précision et en concision, cette fois-ci, par rapport à la vidéo originale. Et puis, je mentionnerai les quelques points sur lesquels il y avait des soucis de compréhension qui pouvaient apparaître par rapport à la vidéo originale. Donc voilà. Ok, donc on va se lancer maintenant sur la résolution de cet exercice de colle. Et donc, avant de me lancer sur la résolution, j'aimerais mettre l'accent sur cette notion de polynomialité, puisque justement ça fait partie des choses où on peut perdre en concision si on ne pose pas la bonne définition. Donc je vais poser une définition assez propre de ce que je veux dire par le fait qu'une fonction est polynomiale. Donc on dira que f est polynomial sur un intervalle I, alors on va dire un intervalle ouvert si on préfère, je me permets de dire intervalle ouvert, donc sur un intervalle I non vide de R, si et seulement si, il existe un polynôme, P, donc dans R coché X, tel que pour tout X dans I, et bien f de X est égal à P de X. Ok, alors je précise bien que je travaille avec un intervalle ouvert non vide, parce que je pourrais dire dans n'importe quel intervalle, et dans ce cas-là, ce qui pourrait être un peu bizarre, c'est que je pourrais dire qu'une fonction est polynomiale sur tout singleton. C'est pas faux, parce que je pourrais très bien prendre un polynôme constant, et le polynôme constant égale justement à f de x, et du coup je pourrais dire que f de x est égal à un polynôme juste en x. Donc c'est pour ça que je me permets de vraiment préciser que je parlerai de fonctions polynomiales sur des intervalles ouverts. D'accord? Et des intervalles ouverts, non vides évidemment, parce que je ne peux pas parler si l'intervalle est vide. Voilà. Donc je parlerai de la notion de polynomialité dans des intervalles ouverts. D'accord? Donc une fonction sera polynomiale sur un intervalle ouvert I, si et seulement si il existe un polynôme tel que pour tout x dans l'intervalle, f de x et p de x valent la même chose. Ok, et donc l'exercice, je pourrais juste redire un tout petit quelque chose, le reformuler autrement en fait. Dire que ici je veux démontrer que f est polynomial, je sous-entends que je veux montrer que f est polynomial sur R. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il existe un polynôme tel que pour tout x dans R, on a f de x égale p de x.
Voilà, donc comme ça, j'espère qu'on sera d'accord sur cette notion de polynomialité. Et donc maintenant, si vous voulez vous lancer un petit défi, n'hésitez pas à vous laisser un peu de temps pour réfléchir sur cet exercice et essayer de le résoudre avec vos idées, peut-être, les quelques petites choses qui vous viennent à l'esprit. Je rappelle qu'il y a un moment donné, il faudrait essayer d'utiliser le théorème de Baire que je vais rappeler dès le début de la résolution. Mais si vous voulez le revoir, n'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil à l'exode call précédent, pardon. À la suite donc il faudra utiliser le théorème de Baire et il va falloir essayer de démontrer la chose avec ce que vous avez en tête. Et j'aimerais juste que, pour ceux qui veulent essayer de se lancer ce défi, j'aimerais juste que vous vous laissiez assez de temps pour vous rendre compte qu'en effet cet exercice est vraiment très difficile parce qu'on a un peu de mal à savoir comment l'attaquer, comment l'appréhender. Donc j'aimerais vraiment, voilà. Sinon, dans la résolution, je vais donner des étapes, comme je l'ai déjà fait pour d'autres exode calls. Je vais donner des étapes, et à chaque étape, je vous inviterai à faire une petite pause pour essayer de démontrer les choses par vous-même. Et puis voilà, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre aussi comment la preuve fonctionne si on fait les choses comme ça. Ok, alors on est parti pour la résolution. Alors donc je vais commencer, donc il va y avoir plusieurs étapes, et la première étape, ça va être essayer de faire apparaître des ensembles pour lesquels on va appliquer le théorème de Baire. Alors avant ça, je vais donc rappeler le théorème de Baire tout de suite, l'énoncé du théorème de Baire, et je vais aussi donner une variante de son énoncé, variante que finalement je vais utiliser. Alors le théorème de Baire me dit la chose suivante, j'ai un espace ou un ensemble complet métrique. Ok, alors je rappelle que complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy converge. D'accord? Métrique, ça veut dire qu'il y a une distance qui est définie, donc par exemple une norme. Voilà, je peux définir une distance entre les éléments de l'ensemble que je considère. Donc voilà, et donc dire que c'est complet, c'est dire que toute suite de Cauchy converge. Pour savoir ce qu'est une suite de Cauchy, tout ça, je vous invite à jeter un coup d'œil au petit exode call 8, puisque de toute façon, il y a un moment donné, je vais y faire référence également, puisque j'en aurai un petit peu besoin. Bref, donc si j'ai un espace complet métrique, eh bien toute intersection dénombrable d'ouvert dense de E et dense dans E. Et donc voilà le résultat que l'on a démontré en fait dans l'exode call 31. Ce théorème de Baire. Et puis on peut reformuler cet énoncé autrement, juste en jouant avec le complémentaire. Donc si je fais le complémentaire d'une intersection, c'est une union. Ok? Une union dénombrable toujours. Et puis le complémentaire d'un ouvert, c'est un fermé. Donc toute union dénombrable de fermé. Et être dense, le contraire d'être dense, c'est d'être d'intérieur vide. Donc le complémentaire de quelque chose qui est dense, c'est quelque chose qui est d'intérieur vide. Donc fermé d'intérieur vide. En tout cas, pour les espaces complets, ça marche comme ça. Hein. Mon intérieur vide et d'intérieur vide. Ok? Et je rappelle que je travaille avec un espace complet. D'accord? Parce que ça va être très important pour la suite. Donc espace complet, notamment R est un espace complet. Je vais juste parler de ça rapidement, parce que ça c'est important. R est complet. Alors quand je dis qu'un espace est complet, il faut que je précise la métrique avec laquelle j'affirme que l'ensemble est complet. Et donc là, elle est complète pour la métrique usuelle. Donc la métrique donnée par la valeur absolue. Ok? Et ça, c'est l'objet du petit exode call. Donc c'est le petit exode call numéro 8. D'accord? Donc dans le petit exode call numéro 8, on a démontré que toute suite de Cauchy converge dans R.
D'accord. Donc n'importe quelle suite de Cauchy, suite d'éléments dans R qui est de Cauchy, converge. C'était l'objet de ce petit exo de colle, et donc ça permet de montrer que R est complet. Par contre, Q n'est pas complet. Q n'est pas complet, et pour cela, il suffit de se donner une suite qui converge vers quelque chose qui n'est pas qui n'est pas un rationnel en fait, puisqu'on peut s'assurer que n'importe quelle suite qui converge est de Cauchy, et elle sera de Cauchy, donc là, elle n'est pas complète pour la métrique usuelle. Alors, il se trouve que Q sera complet pour une autre métrique. Une métrique qui est un jeu avec des calculs liés à des nombres premiers qui apparaîtraient dans la factorisation en fait du rationnel. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là, c'est une question de valuation p-adique mais généralisée pour les rationnels en fait, puisque la valuation p-adique, tant pis je vais le dire, la valuation p-adique d'un nombre c'est dire combien de fois la puissance de p apparaît, donc combien de puissance de p apparaît pour un nombre premier p. Eh bien, on peut définir une valuation p-adique aussi pour des rationnels en disant que la puissance de nombre premier, p qui pourrait apparaître, pourrait être une puissance négative. D'accord. Donc, si on joue avec ça, eh bien, on peut aussi définir des distances liées à ces valuations p-adiques dans Q. Mais par contre, par rapport à la valeur absolue, la distance usuelle, Q n'est pas complet. Et donc, comme j'ai dit, il suffit de se donner une suite de rationnels qui convergent. Donc on peut très bien dire, je veux faire par rapport à racine carrée de 2, je peux très bien regarder racine de 2, je peux faire, donc là c'est un truc assez usuel, mais je peux regarder la suite xn égale partie entière de racine de 2 fois n sur n. Okay. Donc cette suite-là, on peut montrer de manière assez simple que ça tend vers racine carrée de 2, et donc on peut vérifier que xn est de Cauchy. D'accord. Et donc je pense que je peux vous ramener également au petit exo de colle numéro 8, puisque c'est assez facile. Je pense que dans cette petite exo de colle, j'avais dû aussi démontrer que si une suite converge, alors elle est de Cauchy. Donc là, la suite elle converge dans R, donc elle est de Cauchy, donc elle est aussi de Cauchy pour Q. Mais Q n'est pas complet. Ok. Donc voilà ce qui se passe. Très bien. Bon là j'ai parlé de ça en aparté, mais c'est juste pour comprendre aussi que l'exemple de prendre les rationnels, c'est pas forcément le très bon exemple par rapport à ça, puisqu'on pourrait se poser des questions. Oui, est-ce qu'on est sûr que le complémentaire d'un ensemble dense, d'un ouvert dense serait bien enfermé d'intérieur vide? On peut se poser des questions autour de ça. Bon voilà, donc c'est pas. Et puis de toute façon, Q n'est même pas enfermé hein, dans cet énoncé, mais bon bref, voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir ce type d'exemple en tête, juste pour comprendre ce que c'est complet, et quelque chose qui est complet, quelque chose qui n'est pas complet. Ok. En général, on dit aussi qu'un ensemble n'est pas complet si, et là je vais mettre des gros guillemets, si il ne comporte pas de trous. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose comme du gruyère, donc c'est-à-dire comme Q par exemple où il y a une infinité de trous, ok. Mais si par contre on a quelque chose où il y a des trous assez béants, on pourrait avoir encore quelque chose de complet. Mais si on a quelque chose donc comme Q où il y a une infinité de trous qui apparaissent, bon là ça peut devenir problématique pour la complétude. Bon, voilà. On dit des fois cette chose-là, bon moi je suis pas très pour, mais ça peut vous donner juste une idée visuelle de ce que peut être la complétude. Voilà. Ok. Bref, maintenant que tout ça est dit, alors je vais me dire que R est complet. Ok. Et donc ça serait bien d'avoir un ensemble, enfin des ensembles qui seraient soit des fermés, soit des ouverts, pour lesquels je vais pouvoir appliquer le théorème de Baire ou sa contraposée. Et la seule information que nous avons concernant notre fonction f, c'est l'information ici, cette information qui nous dit, ok, n'importe quel réel est le zéro d'une dérivée énième de f, d'une certaine dérivée énième de f, d'une certaine itérée de dérivée de f. Donc ce que je peux faire, c'est jouer par rapport à cette itération, définir un fermé en fait par rapport à cette itération et voir qu'est-ce qui se passe. Donc les fermés que je vais considérer sont les suivants, soit Fn, l'ensemble des x dans R, tel que la dérivée énième de f en x vaut 0. Et je définis ça pour tout n appartenant aux entiers naturels. Donc Fn, c'est en fait les zéros de la dérivée énième de f. Voilà. Ok. Et donc d'après l'hypothèse, donc d'après
les hypothèses, on peut affirmer que l'union des Fn, c'est R. Ok, puisque c'est vraiment cette affirmation-là, on dit vraiment que n'importe quel réel est le zéro d'une dérivée, d'une certaine dérivée énième de f. Donc c'est exactement ça. Ok, on a une inclusion qui était évidente, mais on a l'autre inclusion à cause de cette propriété là-bas. Bon. Alors, le problème c'est que là je travaille avec des fermés. Les Fn sont des fermés. Donc or, Fn est fermé. D'une part. Et d'autre part, R n'est pas d'intérieur vide. L'intérieur de R, c'est quoi? C'est R. Et je vous invite à faire le petit exercice, si vous n'êtes pas convaincu, de vérifier que l'intérieur de R, c'est R. Ok? Donc c'est pas un ensemble, donc l'union de ces Fn ne donne pas un ensemble d'intérieur vide. Donc qu'est-ce que ça implique? Par contraposé du théorème de Baire, on peut conclure qu'il existe un N tel que l'intérieur de Fn est non vide. Donc là c'est Baire. Voilà une des applications du théorème de Baire. Donc là ça implique qu'il existe un N tel que l'intérieur de Fn est non vide. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est que ces intérieurs de Fn vont avoir un rôle très important. En fait, ces intérieurs de Fn, si je m'intéresse aux intervalles ouverts qu'il y a dans ces intérieurs de Fn, ces intervalles ouverts non vides, eh bien il se trouve que la fonction f va être polynomiale sur ces intervalles ouverts. Et donc c'est ce qu'on va maintenant se lancer à démontrer. Je l'efface un peu pour avoir de la place, n'hésitez pas à faire une pause, on va faire demi-tour pour relire ce que j'ai pu écrire. Donc ce que j'affirme, c'est la chose suivante. Si l'intérieur d'un certain Fn est non vide, alors pour tout intervalle I, intervalle ouvert non vide de Fn rond, f est polynomial sur I. Je rappelle que la notion de polynomialité, j'ai le droit de la donner à condition que je travaille sur un intervalle ouvert. D'où le fait que je travaille maintenant sur un intervalle ouvert. Ok, alors là, je vais vous laisser y réfléchir, donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer d'expliquer pourquoi, en effet, f est polynomial sur tout intervalle ouvert, non vide, inclus dans Fn rond. Ok. On va se lancer. Alors, soit x dans I. Alors, ce que j'affirme, en prenant un x dans I, c'est que, en fait, ce x, il va appartenir à tous les Fn, les Fn plus grands que n. Donc, c'est-à-dire que les Fk, plutôt devrais-je dire, pour tous les Fk appartenant, tels que k est plus grand que n. C'est ça que j'affirme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les dérivés km de f, si je les calcule en x, ça va toujours donner 0 pour k plus grand que n. C'est ça que j'affirme. Donc, montrons que f dérivé km en x est égal à 0, est égal à 0 pour tout k. Donc pour tout k plus grand que n. Ok. Alors je vous rappelle que x est dans un intervalle ouvert qui est un intervalle ouvert inclus dans Fn rond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre un voisinage de x, et un voisinage tel que tous les éléments de ce voisinage sont encore dans I, et donc sont encore dans Fn rond. Ok? Donc il existe un epsilon, plus grand que 0, tel que pour tout y dans l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, y est dans I. Et je rappelle que c'est inclus dans Fn rond. Donc qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Ça veut dire que pour tout y dans cet intervalle, x moins epsilon, x plus epsilon, eh bien on a que la dérivée énième calculée en y vaut 0. J'affirme que ça c'est suffisant pour pouvoir conclure
que la dérivée en n plus 1, enfin la dérivée n plus unième de f calculée en x vaut 0. Puisque, ainsi, la dérivée n plus unième calculée en x, bah, c'est la limite quand y tend vers x, pardon, de f de y moins f, donc f de y, fn de y, pardon. Donc, fn de y moins fn de x, le tout divisé par y moins x. Or, la dérivée énième de f en x vaut 0, donc ça on sait déjà. Et puis, bah, comme y tend vers x, il y a un moment donné, ce y appartiendra au voisinage. Donc si ce y appartient au voisinage, et ben la dérivée énième de y va valoir 0. Donc ça signifie que on va avoir 0. Donc là, ici, ce que j'affirme, c'est que ce truc-là va valoir 0 pour y assez proche de x. Donc notamment proche de epsilon. De moins de epsilon, devrais-je dire. Mais disons proche de epsilon au sens où je dois être dans cet intervalle-là. Ok. Donc si à un moment donné c'est nul, bon bah on va se retrouver avec 0 divisé par quelque chose de non nul. Et donc bah, et ça va être vrai pour n'importe quel y différent de x dans ce voisinage-là. Donc on va conclure que la dérivée n plus unième de f en x, ça vaut 0. Donc là on a réussi à conclure alors que x appartient à fn plus 1. Ok. Et donc, bah, si on fait bien attention au raisonnement qu'on vient de faire, on a démontré alors que si x est dans i, alors x est dans fn plus 1. C'est ça qu'on vient de démontrer, d'accord? Et bien, par conséquent, tout i est inclus dans fn plus 1. Et donc, en particulier, puisque i est un ouvert, eh bien, i est inclus dans fn plus 1 rond. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer par récurrence? C'est qu'on vient de montrer que si on a un intervalle ouvert non vide dans fn rond, alors cet intervalle ouvert est également dans fn plus 1 rond. Et donc, par récurrence triviale, i est inclus dans fk rond pour k plus grand que n. Donc, hop, je fasse un petit peu. Je vais écrire. Donc on vient de montrer, je vais écrire ça ici. Donc on vient de montrer que i est inclus dans fn plus 1, et comme i est un ouvert, alors i est inclus dans fn plus 1 rond. Ainsi, i inclus dans fn rond implique i inclus dans fn plus 1 rond. Par récurrence triviale. Donc c'est-à-dire en faisant encore la même chose, en partant d'un certain fk, et je vais regarder fk rond, et je vais regarder fk plus 1 rond, ok, et bien je peux conclure que donc, par récurrence triviale, on a que i est inclus dans fk rond pour tout k plus grand que n. Et donc si i est inclus dans fk rond pour tout k plus grand que n, être dans fk, c'est justement annuler la dérivée kème de f. Donc ça implique que pour tout x dans i, la dérivée kème de x vaut 0. Voilà, donc là on a réussi à montrer ça. Alors maintenant j'affirme qu'on peut donner un polynôme. Maintenant on peut donner un polynôme. Alors pour donner le polynôme, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un élément dans l'intervalle. Alors, reste à expliciter un polynôme. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un x0 dans i, hein, donc soit x0 dans i, ok. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant en posant ce x0 dans i, c'est que je vais poser le polynôme suivant, donc soit p, donc p de y, je vais l'écrire en fonction de y, p de y comme étant la chose. Alors là,
le polynôme que je vais écrire, il suffit de penser à la formule de Taylor. Donc si on pense à la formule de Taylor, eh bien on devrait écrire la chose suivante. Somme pour k allant de... Donc là, j'ai besoin de prendre des k qui sont plus petits strict à n. Donc je vais prendre pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de f dérivée km de x0 divisé par k factoriel, le tout fois y moins x0 puissance k. Ok, donc je pose ce polynôme, donc ça c'est bien un polynôme. Hein. J'écris R coché X pour dire que c'est une fonction polynomiale, hein, c'est un polynôme. Je me permets encore, pour ceux qui ont peut-être commencé à avoir l'habitude de distinguer ce qu'est un polynôme et ce qu'est une fonction polynomiale, ici, je ne les distingue pas, je considère que c'est la même chose. Donc quand j'écris être dans R coché X, je vois le polynôme, mais je peux voir aussi la fonction polynomiale. Ici, je l'ai écrit sous la forme de fonction polynomiale, qu'on soit bien d'accord avec ça. Ok, donc là, j'ai pensé à la fonction de Taylor, à la formule de Taylor. Hein. Ok, donc je considère le polynôme suivant. Et ce que j'affirme, c'est que pour tout y dans l'intervalle, eh bien f de y est égal à p de y. Donc, affirmation. Pour tout y dans i, f de y égale à p de y. Alors comment on montre ça? Eh bien, il suffit de penser à une formule de Taylor cette fois-ci. Alors là, la formule de Taylor, ça ne va pas être une formule de Taylor comme là je l'ai fait pour juste un polynôme. Là, ça va être la formule de Taylor un peu plus générale. Alors vous pourriez penser à Taylor-Young avec un reste qui s'écrit en petit o. On pourrait penser à d'autres formules de Taylor. Donc je pensais à la formule de Taylor où on pourrait écrire le dernier terme dépendant d'une dérivée n-ième, une dérivée n plus unième qui serait compris dans un certain intervalle. Mais là, je vais faire mieux, je vais utiliser une formule qui est vraie pour n'importe quel y, ok, et c'est la formule qui me donne le reste sous forme intégrale, c'est-à-dire la formule de Taylor-Lagrange. Donc si j'applique la formule de Taylor-Lagrange, donc soit y dans i, hein, si j'applique Taylor-Lagrange, donc Taylor, c'est là où on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont très utiles ici. Donc Taylor-Lagrange. Donc si j'utilise Taylor-Lagrange, je vais pouvoir dire que f de y peut s'écrire p de y, mais il va y avoir un reste qui s'écrit sous la forme intégrale. Donc l'intégrale va être la suivante, intégrale de x à y de f dérivée n fois, alors sachant que je vais arrêter à n-1, d'accord, donc là normalement je devrais mettre n plus 1, et comme je suis arrêté à n-1, je mets n, ok. Donc f dérivée n fois calculé en t, fois y moins t, puissance n-1, le tout divisé par n-1 factoriel dt. Okay. Donc cette formule, elle est toujours valable, hein, à condition que la fonction qui est en jeu est une fonction enfin là il faut qu'elle soit dérivable n fois, donc à condition que la fonction soit cn plus précisément, puisqu'il faut que la fonction dérivée n fois soit continue aussi, enfin en tout cas il faut que l'intégrale que j'ai posée ici soit bien définie, donc à condition que la fonction f soit bien cn, et c'est le cas puisque la fonction elle est c infinie, l'égalité que je viens d'écrire est toujours vraie. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle que j'ai montré que pour tout x dans l'intervalle, on a que la dérivée n-ième de f, là. Donc, on a montré que la dérivée n-ième de n'importe quel élément qui serait dans l'intervalle, eh ben, elle vaut 0. Et là, t, il est compris entre x et y. Mais x et y sont dans l'intervalle. Donc, t, il est dans l'intervalle. Ça, c'est une question de connexité. Donc, l'intervalle, bon l'intervalle fermé je peux prendre, là il n'y a pas de problème, l'intervalle fermé x, y est inclus dans i. Et donc ça veut dire que la dérivée n fois calculée en t vaut 0 pour tout t dans l'intervalle x, y. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là je suis en train de faire une intégrale sur une fonction nulle. Donc cette intégrale vaut 0. J'ai terminé, je viens de montrer donc que f de y est égal à p de y pour tout y dans i. Donc conclusion, je viens de montrer en effet que f est polynomial sur tout intervalle ouvert de fn rho. Voilà, ok, alors c'est pour ça que donc regarder les fn rho semble être une très bonne idée, puisque sur ces fn rho,
on peut plus ou moins localiser les endroits où la fonction serait polynomiale. Donc, je me permets d'effacer, parce que bon, vous voyez vite que le tableau est entièrement pris à chaque étape. Donc, alors ça va me permettre de passer à l'étape suivante. Donc là, je vais décortiquer avec une étape supplémentaire, chose que je n'avais pas fait lors de la vidéo originale. Hop. Pour ceux qui connaissent la vidéo originale, j'espère que vous êtes satisfaits que j'aille vraiment dans le fond du fond. Donc le deuxième point, c'est que cette fois-ci, je vais regarder, comme je viens de le dire, les fn ronds sont les endroits pour lesquels la fonction f serait polynomiale. Donc autant regarder l'union de ces endroits. Alors je vais regarder du coup oméga, qui est l'union pour n dans grand N, des fn ronds. Et je vais en profiter pour définir phi comme étant le complémentaire. Alors je vais faire une remarque tout de suite qui sera utile pour la suite. Oméga, c'est une union dénombrable d'ouverts. Donc c'est un ouvert. Ok? Et puis, phi, c'est le complémentaire d'un ouvert, donc c'est un fermé. Ok? Donc ça va être utile pour la suite. Et je vais peut-être les réécrire ici, les définitions d'oméga. Donc oméga, c'est l'union des fn ronds. Et comme on vient de le dire, ça serait les endroits où f est polynomial. Et donc phi, comme c'est défini comme le complémentaire, ça serait les endroits où ça serait peut-être pas polynomial. Et donc le but du jeu dans la suite, ça sera d'essayer de montrer que phi en fait est vide. Alors on va mettre en avant qu'en effet oméga, ça enregistre bien les endroits où la fonction est polynomiale. Et pour cela, on va démontrer la chose suivante. Donc, montrons que pour tout J composante connexe de oméga, f est polynomial sur J. Donc f est polynomial sur J. Donc pour tout J composante connexe de oméga, f est polynomial sur J. Alors je ferai la remarque suivante, J, pour être une composante connexe d'oméga, ça doit être un intervalle ouvert maximal. C'est un intervalle ouvert maximal. Ok, bon, très bien. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour peut-être essayer de voir comment on peut démontrer cette chose-là. Montrer que si je prends un intervalle ouvert maximal de oméga, eh bien f est polynomial sur cet intervalle ouvert maximal. Ok. Bon, alors, comme J est un intervalle ouvert, autant poser ces bornes, je vais l'écrire UV. Voilà, je pose ces bornes. Très bien. Bon. Alors, si je prends un élément dans oméga, je sais qu'au voisinage de cet élément, ma fonction va être polynomiale. D'accord? Donc, soit x0, un élément dans J. Je sais en particulier que ce x0 va appartenir à un certain fn rond. Donc, il existe un n appartenant aux entiers naturels tel que x0 appartient à fn rond. Et donc, comme on l'a vu précédemment, être dans fn rond, ça va me permettre de dire qu'il existe un voisinage. Donc, être dans fn rond, ça veut dire qu'il existe un intervalle autour de x0. Et s'il existe un intervalle ouvert appartenant à... donc, être dans fn0, ça veut dire que je suis dans un ouvert, et donc ça veut dire qu'il existe un intervalle ouvert dans lequel x0 est, et qui est inclus dans fn0. Et être un intervalle, on l'a vu juste avant, être dans un intervalle ouvert inclus dans fn rond, ça veut dire que la fonction est polynomiale sur cet intervalle. Ok? Donc c'est ce que je vais dire ici. Donc il existe I, un intervalle ouvert non vide
de Fn rond avec x0 dans I. Donc ça c'est juste le fait qu'il y ait x0, donc ça c'est-à-dire en gros je suis en train de prendre un voisinage. Hein. On prend un voisinage. De x0. En gros c'est ça qui se passe. Et donc sur ce voisinage, la fonction, par rapport à ce que j'ai démontré juste avant, je sais que la fonction f est polynomiale sur cet intervalle. On sait que f est polynomiale sur I. Très bien. Alors maintenant que je sais qu'elle est polynomiale, je peux sortir un polynôme. Donc soit P, un polynôme dans R coché X, tel que, pour tout Y dans I, f de Y égale P de Y. Bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser à un ensemble. Un ensemble que je vais pouvoir construire à l'aide de ce polynôme et qui sera quelque chose d'inclus dans J. Donc je vais effacer. Hop. Ok, donc je vais effacer. Alors maintenant, j'ai ça, très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un ensemble. Alors je vais poser l'ensemble, bon, il faut donner un nom. Je sais pas, je vais dire A. Donc posons l'ensemble A, qui va être l'ensemble des X dans R, tel que, eh bien, f de Y est égal à P de Y. Pour tout x dans l'intervalle, donc j'avais pris un certain x0 au départ, donc pour tout x dans l'intervalle x0 jusqu'à, donc j'avais dit uv, donc jusqu'à v. Pas v, pardon, oh là là, j'ai une bêtise, jusqu'à x. Voilà. Alors je sais déjà d'office que cet ensemble-là est non vide. On sait que A est non vide. Ok? Du fait qu'on sait déjà qu'au voisinage de x0, la fonction f est égale à la fonction p. Au voisinage de x0. Donc au voisinage de x0, ça veut dire qu'en particulier, pour un certain x0 jusqu'à x plus epsilon, je sais qu'il y a déjà égalité. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. Alors après, je sais aussi que ça va être borné. De plus, A est borné. Alors A est borné, et elle est bornée notamment par V. Puisque, je rappelle que J était une composante, était un intervalle ouvert maximal. Hein. On rappelle que J est une composante J qui était égale à un intervalle UV et un intervalle ouvert maximal de oméga. D'accord? Donc comme c'est un intervalle ouvert maximal, si je pouvais prendre x égale v, ça voudrait dire que je pourrais avoir une fonction qui est polynomiale sur tout un intervalle allant même jusqu'à v et peut-être plus encore. Ok? Donc, et c'est pas le cas, puisque je veux pas, j'ai pas le droit d'avoir un intervalle plus grand que cet intervalle-là. Ok? Donc c'est juste une question de maximalité, maximalité en termes d'inclusion si vous voulez. Donc voilà, ok, bon, très bien. Donc je sais que c'est borné, donc borné par x0 d'une part et d'autre part borné par v, puisque bon là ici aussi j'ai oublié de préciser, mais je prends x plus grand que x0. Je pense que ça allait de soi. Hein, le fait de prendre x plus grand que x0, ça allait de soi par rapport à comment j'ai noté mon intervalle. Et d'ailleurs j'ai écrit une bêtise, c'est pour tout y. Voilà, mieux. Ok. Bon, alors maintenant, je sais que ma partie, donc, c'est une partie de R qui est non vide et qui est bornée.
Bon, bah, je peux prendre le sup. A admet un sup. Alors d'ailleurs, est borné par V, je pourrais même affirmer que V n'appartient pas à oméga. Parce que si ça appartenait à oméga, ça peut être une autre façon de conclure aussi. Ça vient du fait que V n'appartient pas à oméga, puisque... Ah, il y a eu un petit bug caméra, mais ok. Ça vient aussi du fait que V n'appartient pas à oméga, puisque bon, bah, si ça appartenait à oméga, je pourrais faire un intervalle plus grand. Voilà, donc on pourrait argumenter comme ça. Bref. Maintenant, ça c'est fait. Alors maintenant, je dis F admet un sup. Alors, la question, donc le sup, je vais le noter, donc sup, je vais noter sup de A égale S. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sup appartient à oméga? S'il n'appartient pas à oméga, je vais pouvoir conclure que c'est V. S'il appartient à oméga, bah, ça veut dire qu'il appartient à J en particulier. Et donc, s'il appartient à J, bah, il va falloir... ok. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que S appartient à oméga? Donc, est-ce que S appartient à oméga? Si S appartient à oméga, ça va impliquer automatiquement que S appartient à J. Donc, on va le faire un peu par l'absurde. Hein. Donc, si S appartient à oméga, ça implique en particulier S appartient à J. D'accord? C'est assez direct parce qu'on doit être un élément plus petit que V. D'accord? Donc, être plus petit que V, je suis compris entre x0 et V, donc je suis dans l'intervalle J. Ça, je pense que ça va de soi. Ok. Être dans l'intervalle J, ça veut dire en particulier être dans oméga. Bon, là, je me répète. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est plutôt le fait que le fait d'être dans oméga, ça implique qu'on est polynomial autour de S. Donc, il existe un intervalle J, un intervalle, ouais, je suis un peu embêté, il faut des notations, je vais l'appeler K peut-être. Donc il existe un intervalle K, intervalle ouvert, différent de vide. Et là je peux affirmer qu'il est dans J. Je peux affirmer qu'il est dans J, puisque de toute façon J c'est un intervalle ouvert, donc quitte à prendre un intervalle ouvert plus petit, je peux prendre un intervalle ouvert qui sera un voisinage qui sera dans J. Hein, donc, il existe un intervalle ouvert non vide dans J avec S dans K, tel que F est polynomial en K. Donc, tel que F est polynomial en K. D'accord? Bon. Si F est polynomial en K, ça veut dire que je peux écrire un autre polynôme. Hein. Donc, il existe un polynôme Q dans R chez X, tel que pour tout Y dans K, eh bien j'ai F de Y qui est égal à Q de Y. Ok? Mais ce voisinage de S, c'est un intervalle ouvert autour de S. Si c'est un intervalle ouvert autour de S, il y a une intersection avec A, puisque c'est le sup. S, c'est le sup de A. D'accord? Donc, je vais l'écrire. A inter J est non vide. Alors, ce que je vais faire, c'est A inter J est non vide, car S est égal au sup de A. Et qu'est-ce que ça veut dire être le sup de A? Ça veut dire que c'est d'une part un majorant, mais d'autre part que pour tout epsilon positif, il existe un je sais pas, un alpha appartenant à A, tel que, eh bien, S moins epsilon est plus petit que alpha est plus petit que ou égal à S. Ok, donc S n'appartient. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça appartient à A ou pas? Mais là, la question, on veut montrer en fait que ce sup, ça peut pas être quelque chose de polynomial, ça peut pas être quelque chose
qui appartient à oméga, parce que si ça... Je rappelle le but, hein, d'accord? Le but ici, c'est d'essayer de montrer que le sup, c'est V. Et pour montrer que le sup, c'est V, il suffit de montrer que le sup ne peut pas être dans oméga. Et donc, on a lancé un raisonnement par contradiction en supposant que S était dans oméga. Si S est dans oméga, S est dans J, à cause du fait que je prends des X compris entre X0 et V, ok? Être dans J, bon, en particulier, ou être dans oméga, ça veut dire qu'il existe un intervalle ouvert, K, dans J, si je veux, en prenant un intervalle plus petit, avec S dans K, et de façon à ce que F est polynomial sur K, d'accord? Donc F est polynomial sur K. F est polynomial sur K, ça veut dire qu'il existe un polynôme tel que F de Y égale Q de Y, d'accord? Mais le fait que K est un ouvert dans lequel S, J, eh bien, enfin, dans lequel S habite plutôt, eh bien, ça implique que l'intersection entre A et J est non vide. À cause de ça, le fait d'être un sup, ça implique qu'on a cette propriété-là, mais être un voisinage enfin, être un intervalle ouvert de J, ça veut dire en particulier que K, enfin, qu'il existe. Enfin, donc, or K, je vais écrire comme ça. Qu'est-ce que je voulais... Ah non, c'est pas A inter J, excusez-moi, c'est pas inter J, c'est inter K que je voulais écrire. Voilà, c'est mieux. Ok, et donc, et de plus, donc ce que je vais mettre ici, c'est de plus, comme K est un ouvert contenant S, alors il existe un epsilon positif tel que, bon, epsilon 0 si je veux, positif tel que l'intervalle S moins epsilon, S plus epsilon est inclus dans K. Donc ça veut dire que alpha est dans K. Voilà, terminé. Terminé. On conclut. On va dire ça. Ok, donc l'intersection est non vide. Très bien. Et cette intersection, bah, on pourrait être un peu plus précis. Il y a quand même tout un intervalle qui va appartenir à cette intersection. Alors l'intervalle, là par exemple, comme j'ai dit, S moins epsilon 0, S plus epsilon 0 est inclus dans K. Bah, en particulier, je sais que sur l'intervalle, donc ainsi, on sait que sur l'intervalle S moins epsilon 0 jusqu'à S, donc pour tout Y, je vais faire comme ça. Donc, ainsi, en particulier, on a que pour tout Y dans l'intervalle S moins epsilon 0 jusqu'à S, intervalle ouvert, eh bien on a que F de Y est égal à P de Y, étant donné que les éléments qui sont dans cet intervalle-là, je vous rappelle que là on est en train de prendre un intervalle, ça c'est un intervalle, hein. Le A c'est un intervalle, hein. Je l'ai peut-être pas dit, mais peut-être le dire, ça c'est un intervalle. Hein. D'accord? Donc on est en train de faire une intersection entre deux intervalles, hein. Une intersection entre deux intervalles, bon voilà. Donc là en particulier, là j'ai dit que S moins epsilon 0 jusqu'à S plus epsilon 0 est inclus dans K, et je sais aussi que l'intervalle S moins epsilon jusqu'à S, donc S moins epsilon 0 jusqu'à S, ça doit être aussi dans l'intervalle A, étant donné que S est le sup. Ok? Donc dans cette intersection-là, hein, donc cet intervalle-là qui est une partie de l'intersection, donc ça c'est inclus dans l'intersection A inter K, eh bien je peux affirmer que F de Y est égal à P de Y est égal à Q de Y. Bon, et puis si j'ai deux polynômes qui sont égaux pour un nombre infini de valeurs, hein, dans ce petit intervalle, il y a un nombre indénombrable d'éléments, hein, donc en particulier un nombre indénombrable d'éléments qui sont dans cet intervalle-là, et donc bah, ça implique que P égale Q. Si on n'est pas convaincu, on pourrait écrire que du coup P moins Q de Y vaut 0 sur l'intervalle,
Et donc ça veut dire que P moins Q est un polynôme qui admet une infinité de racines. Donc ça veut dire que P moins Q vaut 0. On peut l'écrire comme ça. Et donc bon bah ça implique bien que P égale Q. Ok. Mais si P égale Q, bah vous voyez que cet intervalle-là est dans K. Donc ça veut dire que f de y égale P de y pour tout y dans cet intervalle-là. Donc je pourrais très bien prendre S plus epsilon 0 sur 2. Donc cela implique, alors, par conséquent plutôt, on a que, donc ce que je veux montrer, c'est qu'on a que S plus epsilon 0 sur 2 appartient à A. Puisque on aura que f de y égale P de y pour tout y compris entre x0 et S plus epsilon 0 sur 2, puisque dans cet intervalle-là, on sait que Q, enfin que la fonction est égale à Q de y, mais c'est aussi égal à P de y, puisqu'on doit montrer que Q égale P. Donc on a une contradiction avec le fait que S est un sup. Est un sup. Et donc, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sup, il est égal à V. En conclusion, le sup de A est égal à V, et donc ça veut dire que grand A est égal à l'intervalle x0 jusqu'à V. Et le x0, on peut l'ouvrir si on veut, c'est pas un problème. Si on veut parler de polynomialité. Mais on peut faire le même raisonnement, hein, donc on peut faire le même raisonnement si je posais B donc, de manière analogue. En posant B l'ensemble des x dans R, x plus petit que x0 cette fois-ci, tel que f de y égale P de y pour tout y dans l'intervalle x jusqu'à x0. Si je travaillais avec cet ensemble B, je pourrais montrer que B est en fait égal à l'intervalle u x0. Et donc par conséquent, on aura démontré ainsi pour tout y dans l'intervalle j, qui est l'intervalle uv, on a que f de y égale P de y. Donc on a l'existence d'un polynôme tel que ça c'est vérifié, et donc on conclut en effet que f est polynomial sur j. Voilà, donc f est polynomial sur toute composante connexe de oméga. Donc composante connexe, c'est-à-dire tout intervalle ouvert maximal de oméga. Voilà, ok, donc là on avance tout doucement. Bon, certes ça fait des raisonnements assez longs et assez complexes, mais au moins là tout est détaillé et j'espère avoir été le plus précis possible. Ok, donc là ça permet bien en effet de mettre en avant que oméga correspond en effet aux endroits où f est polynomial. Et quand j'entends endroit, j'entends les composantes connexes. Donc c'est ce qu'on vient de démontrer dans ce deuxième point. Ok, alors maintenant je vais démontrer que phi n'admet pas de point isolé. Alors je me permets d'avoir quelques notes parce que le raisonnement, comme vous le voyez, est assez compliqué, assez long. Bon, j'ai pas grand chose en notes, hein, mais étant donné que c'est assez compliqué, je préfère faire très attention à ce que je dis afin d'essayer d'être le plus précis possible. Donc maintenant je vais montrer qu'il n'y a pas de point isolé, que phi n'admet pas de point isolé. Donc montrons que phi n'a pas de point isolé. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est un point isolé? Alors je vais d'abord expliquer ce que c'est un point isolé, puis vous pourrez faire une pause pour essayer de démontrer cette propriété. Donc dire que phi n'a pas de point isolé, dire
que phi, enfin, dire que phi a un point isolé, admet un point isolé, qu'on pourra appeler x, si et seulement si il existe un epsilon positif tel que l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon ouvert, interphi, et bien ça c'est égal à au singleton x. Donc ça veut dire qu'il existe un voisinage de x tel que le seul élément qui appartient à phi dans ce voisinage, c'est juste x. Donc c'est ça, avoir un point isolé. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de réfléchir à cette chose-là, essayer de démontrer ce résultat-là, sachant qu'on va utiliser ce qu'on a démontré pour oméga. Parce que le fait d'avoir montré que pour toute composante connexe, toute composante connexe d'oméga, on a f qui est polynomial sur cette composante connexe, ça veut dire aussi en particulier que pour tout intervalle ouvert inclus dans oméga, ouvert non vide, la fonction est polynomiale sur cet intervalle. D'accord? On a réussi à démontrer quand même ça, hein, et donc il va falloir essayer de se servir de ça pour montrer ce résultat. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer. Ok. Bon, alors si je m'intéresse, donc alors si je suppose par l'absurde, hein, évidemment s'y attendez, hein, supposons par l'absurde qu'il y a un point isolé. Donc x tel que ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Ok. Alors, le seul élément qui appartient à phi dans cet intervalle, c'est x. Si j'enlève x, je suis dans oméga. Donc ça veut dire en particulier que si je regarde ainsi, les intervalles x moins epsilon jusqu'à x ouvert et l'intervalle x jusqu'à x plus epsilon ouvert sont des intervalles ouverts de oméga. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est polynomial sur chacun des intervalles. Donc f est polynomial sur x moins epsilon x et sur x plus epsilon. Alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Je sais donc qu'il existe un polynôme p tel que pour tout y dans l'intervalle x moins epsilon x, eh bien f de y égale p de y. Et je sais également qu'il existe un polynôme q dans R crochet x, tel que pour tout y dans l'intervalle x jusqu'à x plus epsilon, eh bien on a que f de y égale q de y. Mais j'oublie pas que ma fonction f, elle est c infini. D'accord? Donc je peux écrire les mêmes résultats pour les dérivées successives. D'accord? Donc je peux en particulier écrire aussi que pour tout cas, donc là pour l'instant, j'utilise pas tout à fait le fait que c'est c infini, même si en partie je l'utilise ici, puisque je dérive. Donc en particulier, pour tout cas appartenant aux entiers naturels, eh bien la dérivée km de f en y est égale à la dérivée km de p ou de q, respectivement, suivant dans quel intervalle on est en train de regarder. Et donc là, c'est là où je vais vraiment utiliser le fait que c'est c infini, parce que comme f est c infini, je peux affirmer que la dérivée km de f en x, qui est la valeur un peu embêtante, et je peux l'écrire comme limite quand y tend vers x, y dans l'intervalle, donc y plus grand, disons par exemple plus grand que x, de f dérivée km de y. Mais dans ce cas-là, quand y tend vers x, y plus grand que x, je vais me retrouver à un moment donné dans cet intervalle-là. Et si je suis dans cet intervalle-là, cette limite-là correspondra à regarder la dérivée km de q en x. Donc ça correspond à dérivée km de q en x. Mais là, j'ai fait une limite à droite. Maintenant, il faut que je regarde une limite à gauche. Et si je regarde la limite à gauche, c'est la limite quand y tend vers x, y plus petit que x, de f dérivée km en y. Mais encore une fois, quand y s'approche de x, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver dans cet intervalle-là. Et dans cet intervalle-là, je sais que je vaux p
dérivé km enfin je vais au dérivé km de P, donc ici je vais tendre vers dérivé km de P en X. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que la dérivée km de X est égale à la dérivée km de Q en X est égale à la dérivée km de P en X. En tout cas. Et bien là, j'applique le théorème de Taylor. Encore lui, hein. Donc par le théorème de Taylor. Et là, j'espère que pour certains vous êtes assez contents parce que c'est vrai que des fois, quand on apprend le théorème de Taylor, on ne trouve pas forcément beaucoup d'exercices où on applique ce théorème-là. Il y a des exercices plus ou moins triviaux où on applique ce théorème-là et ça nous donne des résultats. Il y a d'autres exercices un tout petit peu plus poussés où il y a un moment donné on utilise le théorème de Taylor. Ben là, j'espère que vous êtes aussi satisfait de voir que dans cet exercice, on utilise quand même pas mal de fois le théorème de Taylor. Et on voit que c'est quand même un point central dans l'affaire. Donc là, par le théorème de Taylor, on en déduit en fait que Q égale P. On a Q égale P. Et donc en particulier, qu'en fait, sur tout l'intervalle ouvert, alors, donc il existe un P, hein, donc je peux écrire P, juste le polynôme, tel que pour tout Y dans l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, eh bien, f, donc f de y est égal à p de y. Et donc en particulier, ça veut dire que f est polynomial au voisinage de x. Voilà, et donc ça implique en particulier que x moins epsilon, x plus epsilon, puisqu'on peut regarder les dérivés énièmes, hein, donc ça veut dire que du coup les dérivés énièmes valent 0 à partir d'un certain rang n, donc ça veut dire que cet intervalle ouvert est inclus dans oméga, donc ça impliquerait que x appartient à oméga, ce qui est une contradiction. Puisque je vous rappelle qu'on a dit que x appartenait à phi au départ, donc c'est un point isolé de phi, donc on avait dit que x appartenait à phi au départ, et on est arrivé à la conclusion que ça appartenait à oméga, sachant que phi et oméga sont complémentaires l'un de l'autre. Donc voilà la contradiction. Donc en effet, phi n'admet pas de point isolé. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, on va arriver à une autre difficulté, puisque maintenant le but du jeu, puisque bon, on n'a pas encore lancé ça, mais le but vraiment final du jeu, c'est d'essayer de montrer que phi est vide. Si on a réussi à montrer que phi est vide, on conclut que oméga c'est tout R. Et on a terminé, puisque la seule composante connexe, la plus grande composante connexe qu'on a dans R, c'est R. Et donc, on conclut tout de suite que f est polynomial sur R. Ok? Pour l'instant, on sait que c'est polynomial sur toute composante connexe de oméga, et donc en particulier sur tout intervalle ouvert non vide de oméga. Pour l'instant, on a réussi à montrer ça. Maintenant, on aimerait démontrer que en fait, ce oméga, c'est R. Et pour démontrer que oméga, c'est R, on va essayer de montrer que phi est vide. Donc c'est le quatrième point du raisonnement. On va supposer que phi est vide. Alors il va y avoir deux points sur ce raisonnement, donc il y a le quatrième point et un autre point encore concernant cette hypothèse-là. Donc à partir de maintenant, je vais supposer, par l'absurde, que phi est vide. Et c'est la seule, en tout cas je vais essayer de faire comprendre que c'est la seule supposition qui va tenir du début jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire jusqu'au moment où j'amènerai une contradiction. Ok, donc supposons que phi est non vide. Bon, alors phi, je rappelle que c'est un fermé. C'est là où ça va avoir son importance. J'affirme de plus que phi, avec la métrique qu'on a posée, est complet. Est complet. Avec la valeur absolue. Alors pourquoi c'est vrai? Alors je rappelle que avoir
un ensemble complet, je le répète encore une fois, ça veut dire qu'on a une suite de Cauchy. Donc si je prends une suite de Cauchy, enfin n'importe quelle suite de Cauchy dans phi, à valeur dans phi, alors elle converge, et cette limite est dans phi. Hein. Je répète aussi parce que bon, elle converge, mais c'est vrai que la limite doit appartenir à l'ensemble. Ok? Bon. Alors, je vais le faire, je vais l'expliquer en quelques mots. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est une suite de Cauchy pour vraiment conclure. J'ai juste besoin de savoir que le fait d'être complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy converge en ayant une limite qui est dans le même ensemble. Bon, bah, si je prends une suite de Cauchy, donc soit UN, suite de Cauchy, suite de Cauchy de phi. Bah, avoir une suite de Cauchy, ça implique en particulier avoir dans phi, ça veut dire qu'on a une suite de Cauchy dans R. Donc ça veut dire que UN est une suite de Cauchy dans R. Et on sait que R est complet. Donc ça implique que la suite UN converge. Et de limite dans R. Donc de limite L appartenant à R. Ok. Mais vous savez que phi est infermé. Et donc si vous avez une suite qui converge, une suite d'éléments de phi qui convergent, alors sa limite est aussi dans phi. Bon, on va terminer. Je viens de démontrer donc que toute suite de Cauchy dans phi converge et sa limite est dans phi. Donc ça veut bien dire que phi est complet. Ce qui n'est pas le cas de Q par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'ensemble des rationnels tout à l'heure, parce que voilà, je parlais de la notion de complétude pour des espaces, mais c'est également vrai pour des ensembles. Ok? Et là notamment l'ensemble phi est complet. Ok? Ce qui n'est pas le cas de Q. D'accord? Et en fait, la question de complétude est un peu liée au fait que là l'ensemble est fermé. D'accord, vous avez compris qu'il y avait un lien avec le fait que l'ensemble est fermé. Ce qui n'est pas le cas de Q. Hein. Q n'est pas fermé, son adhérence c'est R. D'accord? Donc Q n'est pas fermé. Mais phi ici est fermé. Donc, voilà, j'ai un espace, j'ai un ensemble complet. Ça c'est cool. Ok. Donc ça c'est plutôt sympa, très bien. Donc je sais que phi est fermé, je sais que phi est complet. Et puis je me souviens aussi que les FM que j'avais posés au départ permettaient de recouvrir tout R. Je rappelle que ça c'était égal à R. Donc en particulier, si je fais une union de Fn inter phi, ça donne phi. Ok. Mais on a démontré que phi n'admet pas de point isolé. Ok? Donc comme on a montré que phi n'avait pas de point isolé, comme on sait que phi est complet pour la métrique posée, eh bien on va pouvoir appliquer à nouveau la propriété de Baire. Donc on va pouvoir appliquer à nouveau le théorème de Baire. Alors on remarquera que peut-être il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vraiment expliquer davantage, parce que c'est lié vraiment à la notion de complétude. Donc quand je disais tout à l'heure que être complet, c'est quelque part ne pas avoir de trous, les trous auraient pu être, ne pas vraiment avoir de trous. L'idée de ces trous-là, c'était aussi l'idée des points isolés. Donc là, le fait d'avoir réussi à montrer qu'il n'y a pas de points isolés me permet d'affirmer qu'il ne peut pas y avoir des mini-trous qui se cachent partout. Ok? Et donc, ça va me permettre d'affirmer la chose que je vais affirmer maintenant. Donc, il y a quelques petites choses qui sont plus ou moins cachées par le fait que c'est complet, d'accord? Donc là, ce que j'affirme, c'est qu'en appliquant le théorème de Baire, à nouveau, donc je vais d'abord écrire l'affirmation. En appliquant, car on l'applique à nouveau, ça peut être assez étonnant, mais en effet, en appliquant
le théorème de Baire sur phi, on a l'existence d'un intervalle i ouvert, donc intervalle, j'ai écrit, l'existence d'un intervalle i ouvert, tel que i inter phi, donc i inter phi est non vide, et de plus de ça, enfin en plus de ça, i inter phi va être inclus dans un certain Fn0. Donc cette idée de pouvoir avoir ce genre de résultat est un petit peu cachée par l'idée de complétude. Okay. Donc d'une part, on a laissé de côté le fait que phi admet, on a réussi à montrer que phi ne peut pas admettre de points isolés. Ça c'est une chose. Mais on a aussi le fait que phi est complet. Et ça c'est assez important, d'accord? Le fait que phi est complet, et le fait que phi est complet me permet d'affirmer qu'en fait, quelque part, là-dedans, je pourrais trouver, si phi en effet est non vide, je pourrais trouver un intervalle tel que l'intersection de l'intervalle avec phi est non vide, et de plus de ça, je peux faire en sorte que cette intersection est exactement dans un des Fn0. D'accord? Donc c'est assez... comment dire? Ça peut être assez technique comme truc, là, cette inclusion, un peu difficile vraiment comment dire, à expliquer davantage. Pourquoi? Mais c'est... Tout ce que je peux dire ici, c'est vraiment que c'est lié à cette idée que phi est complet. C'est vraiment lié à cette histoire-là. En plus de cette histoire qu'en effet, on a une couverture des Fn sur phi. Donc il y a vraiment... ce qu'il y a vraiment là-dedans, je pense, c'est essentiellement cette idée-là. Ok. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Donc on sait déjà que n'importe quel élément donc là je vais vraiment utiliser le fait que phi n'a pas de point isolé. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux prendre une suite d'éléments qui vont appartenir à i inter phi et qui tendent vers un certain x que j'aurais choisi dans phi. Ok. Donc je vais peut-être effacer un petit peu... Oh non, je vais peut-être essayer de me retenir, d'effacer un petit peu. Donc je rappelle qu'on sait que phi n'est pas isolé. Et donc le fait de dire que phi n'est pas isolé, ça me permet de dire qu'il existe une suite, donc disons xp, qui va appartenir à i inter phi. Donc quitte à en enlever, hein, bien sûr, je peux très bien, parce que ça, i c'est un intervalle ouvert, donc ça veut dire que si j'avais pris n'importe quelle suite qui tendait vers x, à un moment donné, je pourrais juste dire, ok, je prends tous les éléments qui appartiennent juste à i inter phi. Ouais, je pourrais très bien juste me restreindre et dire ça. Ok. Donc ça... Voilà. Bon, bref, je pourrais faire en sorte que je prenne juste des éléments dans phi, et puis à un moment donné, je vais me retrouver dans l'intervalle i. C'est ça que je voudrais dire. Comme c'est pas isolé, le fait de dire que c'est pas isolé, c'est dire que normalement il y a une suite d'éléments dans phi qui tend vers l'élément qu'on veut qui appartient à phi, mais à un moment donné, comme je suis dans i inter phi, i étant un intervalle ouvert, il y a un moment donné dans cette suite, je vais me retrouver dans i en même temps. Et donc ce que je peux faire, c'est quitte à enlever les premiers termes, je peux prendre juste les termes pour lesquels je suis dans i inter phi. Voilà. Donc il existe une suite d'éléments dans i inter phi tels que xp tend vers x, quand m tend vers, quand p tend vers l'infini. Et encore une fois, quitte à enlever des éléments dans ma suite que je veux construire, je peux supposer, sans perte de généralité, que les xp forment une suite strictement croissante. Alors je pourrais faire le même raisonnement dans le cas où la suite est strictement décroissante. Ok, donc normalement la phrase que je devrais mettre ici c'est strictement monotone, mais je vais supposer qu'elle est croissante, et je pourrais avoir le même raisonnement si la suite était décroissante. Ok,
j'efface. Bon, alors ben, j'écris, hein, donc j'ai x1 qui est plus petit que x2, qui est plus petit que x3, plus petit blablabla, plus petit que x. Et ben, je sais que ces éléments sont dans i interphi et sont en particulier dans fn0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dérivée n0e de f calculée en x1 vaut la même chose que la dérivée n0e de f en x2, vaut la même chose que jusqu'à la dérivée n0e en x, et tous ces éléments-là valent 0. Bon, bah, il y a un petit théorème que je vais pouvoir appliquer, qui dit la chose suivante: si j'ai une fonction f qui est qui doit être C0 sur l'intervalle A, B fermé, qui doit être dérivable sur, ou peut-être même, je suis plus sûr si c'est C1, mais je pense que ça doit être juste dérivable, qui doit être dérivable sur l'intervalle, ou peut-être C1, qui doit être C1 peut-être. Bon bref, en tout cas, disons C1, de toute façon là les hypothèses que j'ai ici sont plus fortes que ce qu'il faut pour le théorème que je veux appliquer. Donc qui est C1 sur l'intervalle ouvert AB, et tel que l'image en A de la fonction et l'image en B de la fonction valent 0. Bon ben il y a quelque chose que je peux dire sur la dérivée, et la dérivée, ben, elle va valoir 0 à un endroit, quelque part, et donc ça c'est le théorème de Rolle. Donc le théorème de Rolle, que je peux appliquer ici, me dit la chose suivante: je peux trouver un y1, alors je vais le parentéser 1, comme ceci. Donc je peux trouver un y1 qui est compris entre x1 et x2. Je peux trouver ensuite un y2, parenthèse 1, compris entre x2 et x3, et ainsi de suite, jusqu'à x. Et donc tel que bah, la dérivée n0 plus unième de f calculée en y1 de 1, et ben, elle vaut 0. Et ça vaut la même chose également pour la dérivée n0m plus 1 de f en y2, 1. Et ça va être la même chose pour tous les autres. Et donc, bah, qu'est-ce que ça implique? Ça va impliquer qu'en x, puisque on pourra remarquer que la limite des yk1, quand k tend vers l'infini, ça va être x, et bien ça va permettre de conclure que la dérivée n0 plus unième de f en x, ça vaut 0. Donc là, ce que je vais faire, ça me permet d'extraire. Donc il va exister une suite yk1 appartenant à... donc là, ici, c'est appartenant tout simplement à R, hein, j'ai pas d'hypothèse particulière. Donc ces yk1 sont là-dedans, hein, d'accord? Donc Rn, tel que, eh bien, la limite, donc yk de 1, ça va tendre vers x quand k tend vers l'infini. Et par continuité, hein, donc par le fait que f est c infini sur R, et ben ça va impliquer que la dérivée n0m plus 1 en x, ça vaut 0. Donc, sachant que les yk, donc les dérivées n0 plus unième de f en yk1, valent 0. Voilà. Et donc vous aurez compris qu'en itérant Rolle, donc en itérant le théorème de Rolle, on va réussir à conclure que, en fait, on a l'existence d'un yk parenthèse p, disons, tel que yk p tend vers x, quand k tend vers l'infini, et tel que f dérivée n0 plus pm en yk p vaut 0, pour tout cas, eh bien, en ayant ces conditions-là, ça va donc impliquer, encore une fois par le fait que f est c infini, que la dérivée n0 plus pm de k en x vaut 0. Ok, donc si en effet phi est non vide, etc., et donc i inter phi est non vide, on arrive à la conclusion que ce x dans i inter phi est tel que bah, elle se trouve dans elle annule, donc ce x va annuler toutes les dérivées n-ième, n plus grand que n0.
Voilà. Ainsi, pour ce x appartenant à i inter phi, on a que f dérivée nième de x vaut 0 pour tout n plus grand que n0. Ok. Bon, ça c'était l'itéré de Rolle, et il me reste une dernière étape qui va vraiment amener à la contradiction finale. Je vais essayer de regarder ce qui se passe en regardant en fait plus précisément les composantes connexes de i inter oméga, puisqu'on pourra remarquer que, je rappelle que phi et oméga sont complémentaires l'une de l'autre, donc pour un élément, un ensemble i, si je fais i inter phi union i inter oméga, j'obtiens tout i. Ok? Donc je vais faire tout de suite la remarque, i inter phi union i inter oméga. Ok, donc ça c'est égal à i. Et comme i inter phi est non vide, i inter oméga ne peut pas être égal à i. Voilà. Alors maintenant je vais prendre j, donc soit j une composante connexe. Donc, sachant que là, j'ai montré pour tout x dans le i inter phi, en fait, plus précisément. Parce que là, j'ai dit pour ce x, mais en vrai, c'est pour tout x dans i inter phi. Je pourrais refaire la même construction en disant j'ai une suite d'éléments appartenant à i inter phi qui tend vers le x, et ainsi, grâce à cette suite, je peux ensuite itérer Rolle pour conclure le résultat là-bas. Donc, pour n'importe quel élément dans i inter phi, j'ai ce résultat-là. Donc, soit j une composante connexe de i inter oméga. Ok? Et maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour cet intervalle? Alors, je rappelle qu'avoir une composante connexe, c'est avoir un intervalle. Donc, j est un intervalle ouvert maximal. Regarde, donc j, je peux l'écrire comme uv. Ok? Et si je prends un intervalle un tout petit peu plus grand que j, vraiment un intervalle, je parle, si je prends un intervalle un tout petit peu plus grand que j, eh bien cet intervalle n'est plus dans oméga ou n'est plus dans i inter oméga. Ok. Alors étant donné que i inter phi est non vide, ça veut dire qu'il y a nécessairement au moins une des extrémités de j qui doit être dans phi. Comme i inter phi est non vide, cela implique qu'il existe une extrémité donc je peux peut-être dire ça comme ça, parce que là les extrémités je les ai notées u et v, je peux dire ça comme étant soit u appartient à i inter phi ou v appartient à i inter phi. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui est dedans. Parce que s'il n'y en a aucun des deux qui est dedans, ben ça veut dire que je peux agrandir mon intervalle j. Or, mon j, je l'ai considéré comme intervalle maximal. Donc, il faut nécessairement que au moins l'un des deux soit vérifié. Ok. Bon. Mais on sait que, donc, étant donné qu'on est dans i inter phi, donc là, bon, je vais travailler par exemple sur u, on va supposer que u est dans i inter phi, et bien je sais déjà que pour tout cas plus grand qu'un certain n0, on a que f dérivé k fois, donc f dérivé k fois en u, vaut 0. Pour tout cas plus grand que n0. Bon. Mais on sait que f est polynomial sur j. Enfin, ça, c'était tout le résultat, ça vient à peu près du deuxième point. On avait montré que pour n'importe quelle composante connexe de oméga, on a une fonction polynomiale. D'accord? Donc, or, f est polynomial sur j. Donc être polynomial sur j, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en particulier qu'il existe un polynôme p dans R crochet x, tel que, eh bien, on a pour tout y dans j, f de y égale p de y. Très bien.
Ok, et par continuité, hein, par continuité, mais en fait plus précisément par le fait que f est c infini, eh bien on peut mettre en avant que f dérivé km de y, de x, pardon, est égal à p dérivé km en x. Donc ça c'est vrai pour tout cas. Ok, donc ça c'est par continuité. On sait qu'il y a un polynôme tel que f est égal à ce polynôme sur j, et donc par continuité, en regardant les limites, donc là ici les limites à droite, pardon, parce que là je vais vers u, donc si je regarde les limites à droite de u, et bien ce qui va se passer c'est que j'ai égalité entre les dérivés km de f en x et les dérivés km de p en x. D'accord, vraiment par limite à gauche, donc là c'est limite à droite. Plutôt. Donc par limite à droite. Ok. Qu'est-ce que j'en conclus alors? J'en conclus que P ça doit être un polynôme de degré inférieur strict à n0. De degré inférieur strict à n0. Ok? Mais on a vu là que les dérivées km coïncident, hein, donc les dérivées km de P coïncident avec celles de X, etc. Donc ça veut dire qu'en fait on a la possibilité de construire un voisinage pour lequel, donc un voisinage un tout petit peu plus grand, alors j'ai mis X, mais c'est peut-être pas X que j'aurais dû mettre, c'est U. On peut construire un voisinage donc un tout petit peu plus grand pour lequel, eh bien, non, alors oui, je vais aller doucement, ok. Donc pour l'instant, je ne sais pas que c'est... Oui, donc doucement. Je ne sais pas pour l'instant que ma fonction polynôme... Donc là, il y a a priori moyen que je fasse quelque chose de polynomial sur un voisinage un tout petit peu plus grand que J. A priori, U, ça marche, mais on ne sait pas encore ce qui se passe si je prends un tout petit peu plus que U. On ne sait pas ce qui se passe. Par contre, ce qu'on vient de démontrer donc, c'est que pour n'importe quel U dans I interphi, U est dans Fn rond. Donc, non, et dans Fn0, pardon. Et après, on va pouvoir dire que c'est dans Fn rond. Ok, donc étape par étape. Là, ce qu'on peut dire, c'est que U appartient donc à Fn0. Et donc, en particulier, on a montré, enfin, où V et donc, de la même manière, hein, de même, on peut montrer que V est dans Fn0. Ok. Alors attends, je suis juste en train de demander si je ne vais pas dans le mauvais sens. Je pense que je vais dans le mauvais sens. Alors, on va y aller doucement. Donc, ok, donc là, ce qu'on peut affirmer, c'est que J, voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on peut affirmer, grâce au fait qu'on a un polynôme de degré inférieur strict à n0, on peut affirmer que J est inclus dans Fn0. Ça, on peut l'affirmer à cause du fait qu'on a un polynôme de degré inférieur à n0 des suites des calculs qu'on vient de faire. Ok. Ensuite, alors, donc J est dans Fn0. Je peux également dire que pour tout x,
Ouais, je peux également dire, donc on a ça qui est dans Fn0, on sait également, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en particulier, donc pour toute composante connexe J, on a J dans Fn0, donc ça implique en particulier que I inter oméga est dans Fn0. Voilà, donc là ça va être intéressant. Donc j'ai I inter oméga qui est dans Fn0. Mais je sais déjà aussi que I inter phi est dans Fn0 également. Voilà, on arrive à la conclusion. Or, I inter phi est également inclus dans Fn0. Ça, c'était des suites de l'application du théorème de Baire, et je vous avais expliqué que c'était vraiment caché, enfin, cette histoire d'inclusion est vraiment cachée par la notion de complétude. Ok? Donc la notion, le fait que phi est complet. Donc on a ça. Et bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais que l'union, ça fait I. Donc ça veut dire que I est inclus dans Fn0. Mais je vous rappelle que I est inclus dans Fn0, ça implique, puisque I est un ouvert, ça implique que I est inclus dans Fn0 ouvert. Et donc ça veut dire que I est inclus dans oméga. Contradiction avec le fait que phi est non vide. Et voilà, et c'était la seule supposition que j'ai faite qui a tenu du début jusqu'à la fin, en tout cas, et que je ne pouvais pas, parce que toutes les autres suppositions, c'était des suppositions qui étaient tout à fait, que je pouvais tout à fait poser, parce que il y avait toujours moyen de s'y ramener. Là, ici, la seule supposition qui tient encore la route, et pour laquelle j'ai pas pu dire si c'était vrai ou si c'était faux, c'est cette supposition-là, et là j'arrive enfin à la contradiction, parce que ça va avec la contradiction, parce que dire que I est inclus dans oméga, ça voudrait dire que I inter phi était vide. Or, on avait supposé que c'était non vide, et donc, en particulier, on avait vu que c'était non vide à cause de Baire, et donc, bah, ça, c'est non vide. Ça serait vide, donc, par contradiction. Phi est vide, et donc, oméga égale R. Et donc, on conclut que F est polynomial, surtout R. Bon, j'ai pris pas mal de temps pour cette résolution, donc j'ai mis 1h30 là. Donc là, j'espère avoir réussi à être un peu plus clair que je l'avais été lors de la vidéo originale. J'ai essayé d'expliquer au maximum ce qu'il y avait à comprendre, en tout cas dans la résolution de cet exercice. Le seul point qui reste plus ou moins obscur, et même en cherchant un tout petit peu moi-même sur internet, donc dans cette résolution, il y a justement le point là où on disait que I inter phi est inclus dans Fn0. Donc c'est cette application du lemme de Baire. Ce point reste encore assez obscur. Je trouve que ce point-là, il peut s'expliquer vraiment à cause du fait que phi est complet. Alors après, comment expliquer que le fait que phi est complet implique vraiment cette idée que je peux sortir un intervalle dedans? Là, j'ai pas encore d'explication et j'ai pas pu vraiment encore trouver d'explication. Mais je pense vraiment que ça vient du fait que phi est complet, parce qu'avec les contre-exemples avec lesquels on a discuté avec Sylvain, les contre-exemples étaient avec des ensembles, donc notamment Q qui était rationnel, c'était avec des ensembles qui ne sont pas complets pour la métrique qu'on a posée. Donc je suppose que vraiment il y a cette question de complétude qui doit apparaître pour vraiment indiquer le fait que I inter phi est inclus dans Fn0. L'autre point sur lequel je n'avais pas vraiment bien expliqué les choses, c'était la question de montrer que n'importe quelle composante connexe de oméga, sur n'importe quelle composante connexe d'oméga, on avait on avait F qui était polynomial sur cette composante connexe. Là, c'est vrai que j'étais pas très précis. En fait, il fallait vraiment que je décortique les deux étapes en disant je suis polynomial sur tout intervalle ouvert de Fn rond. Et une fois que j'ai réussi à montrer ça, je peux conclure le résultat ici. Mais il fallait vraiment que je passe par une étape intermédiaire. Et ces étapes intermédiaires, je les ai faites là devant vous cette fois-ci. Aussi un autre point qui pouvait être un peu perturbant, c'est en effet la notion d'être polynomial. Être polynomial sur un ensemble, ça n'avait pas beaucoup de sens de dire être polynomial en un point, puisque être polynomial en un point, on peut être polynomial sur tous les points, puisque il suffit, comme je viens de le dire, et comme je l'ai déjà dit en tout cas plus tôt dans cette vidéo, je pourrais très bien dire que en x, je pourrais dire le polynôme c'est juste f de x, la constante f de x, et dans ce cas-là, je pourrais dire que ma fonction elle est polynomiale en ce x, en disant f de x égale p de x étant la constante égale à f de x.
Bon, c'est un peu bizarre, mais je pourrais très bien dire ça. Donc du coup, ça perd son sens de dire que c'est polynomial. C'est ça que je veux faire comprendre. Ça perd son sens de dire que c'est polynomial en une valeur de x. Il faut vraiment parler de polynomialité sur des intervalles. Et quitte à être le plus précis possible, si je puis dire, je pense que le mieux, c'est de parler de polynomialité pour des intervalles ouverts, non vides. Je pense que c'est vraiment une clé. Après, bah, pour le reste de la raisonnement, c'était assez similaire à ce que j'avais déjà fait dans la vidéo originale. Peut-être avec une meilleure façon d'expliquer les choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon voilà. J'espère être parvenu à vous rendre cette preuve plus claire, malgré le fait que ça a pris énormément de temps. Bon voilà, c'est le risque. Bon bah sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je pense que je ne ferai pas de vidéo ce week-end. J'ai déjà fait pas mal de vidéos cette semaine. Je pense que je n'en ferai pas ce week-end. On se reverra certainement la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, sur ce, portez-vous bien encore une fois. Et à bientôt. Salut à tous.